pays pauvre très endetté. Les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent, alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Gauche, gauche. Beaucoup, on finira pas. Forum FM 105 points. Il y aura toujours à bouder. Le pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nous pauvres gens qui manquons d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend cadeau. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105 points. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105 points. Vous fait voyager. Maintenant. On a Marion Ngouabe était déjà au palais, il y avait une foule énorme. On arrive là, on nous a mis au secrétariat du président, on n'avait pas mangé, on nous a donné pas à manger et tout. Alors on était en train de manger, Marion Ngouabe nous dit alors qu'est-ce qui se passait, on lui expliquait. Est-ce que vous avez été maltraité? On a dit non, mais enfin, et puis, on lui a raconté. Alors quand on raconte comme ça Marion Ngouabe, on entend de grands cris d'or. Traître, on tabassait, le gars cria, président, viens au secours, président, il va me tuer, président. Marion Ngouabe nous abandonne dans le secrétariat court à la rentrée. Il trouve Noumazalaï en son. C'était Noumazalaï. Marion Ngouabe a tempêté, dit mais qu'est-ce que vous faites des actes sauvages comme ça et tout. Il prend donc Noumazalaï, il l'amène au secrétariat où nous étions avec nous. Alors nous on était un peu joué. On lui tournait le dos, on lui parlait pas tout ça. Puis Noumazalaï dit voyez, ces jeunes ne comprennent rien. Je leur ai dit de ne pas tenter un coup d'État. Je leur ai dit de ne pas aller dans une aventure comme celle-là. Il parlait comme ça tout seul, nous on l'écoutait mais sans lui parler. À un moment donné, on voit rentrer quelqu'un de violent, Sika Kabbalah. Il rentre. Il dit mais alors, qu'est-ce qu'il fait ici, Noumazalaï, alors que les autres sont arrêtés? Qu'est-ce qu'il fait ici au bureau du président? C'est une injure. Il empoigne là pour l'enlever. Marion Ngouabe vient. Il dit c'est Kabbalah, je suis commandant. Garde-vous. Il a calmé donc Sika Kabbalah. Et on a déplacé Noumazalaï dans une autre pièce. Et alors, on apprend aussi à Marion Ngouabe que les autres conjurés avaient été arrêtés. Il y en a même qui disaient qu'ils étaient interrogés, nus, pendus à la maison d'arrêt. Marion Ngouabe prend son véhicule pour aller les délivrer à la maison d'arrêt. Et nous, après avoir causé le soir, chacun est allé chez lui. Donc moi, je n'avais plus vu et revu Diawara jusqu'à la fin. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8.
dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour faire échec à la désinformation. Les entretiens bâton rompu de Maître Maurice Massingo-Thiassé. Chers auditeurs, vous écoutez les entretiens bâton rompu de Maître Maurice Massingo-Thiassé. Aujourd'hui, Maître Aloïs Moudileno Massingo. J'aurais bien voulu que tu donnes quand même ton point de vue. Tu nous fasses l'historique de ce mouvement, où tu nous parles de Diawara, parce qu'il est né en mai 42. Et ce serait une très bonne chose parce que tu l'as connu, nous on était très jeunes. Diawara a été notre idole quelque part. Et j'aimerais mieux quand même que tu parles du mouvement M22 et tu nous parles également de l'homme qu'il était. Sa formation par exemple, que les gens comprennent qui était Diawara. Non, je ne peux pas parler en détail de Diawara parce que je ne le connais pas profondément, mais j'ai vu le militant, l'engagé. Il s'est engagé, il a arrêté ses études pour se lancer dans la révolution, très active, dans la milice révolutionnaire de type de celle qui existait à Cuba. Et moi, j'ai marché avec lui dans le cadre de manœuvres. Parce que oui, moi je me suis engagé dans les milices JMNR et très peu de gens ont compris pourquoi. C'est pas dans les milices JMNR, tu t'es engagé dans la défense civile. Dans la défense civile, oui, mais on l'appelait aussi milice. Hein. Oui, mais c'était la défense civile. Dans la défense civile. Et les gens n'ont pas compris ça. Les gens n'ont pas compris, non, c'était pas parce que j'étais ami à Diawara, parce que je le connaissais, non du tout. C'est sur la base d'une réflexion politique que je me suis engagé dans la défense civile. Oui, c'est vrai, au début ça s'appelait milice, ensuite c'est devenu défense civile. Donc en 67, je me suis engagé, fin 67, dans la défense civile. Donc tu as connu les Davira qui étaient dans la défense civile? Ben oui, je les ai connus, ils étaient là, et tous. Mais je voudrais dire un mot pourquoi je m'étais engagé là-dedans. J'ai fait une réflexion sur des événements qui m'obsèdent jusqu'à présent et certainement jusqu'au dernier moment de ma vie. La disparition de Lazare Matsokota, Joseph Poabou et Anselme Masouemé. Des cadres qu'on a pris chez eux la nuit et on les a amenés vers une destination inconnue et leur corps, c'est difficilement, on a retrouvé le corps des deux. Ils ont été pris des cadres comme ça chez eux dans la nuit, ils ne pouvaient pas se défendre. Et moi, ça m'a vraiment interpellé de vivre au Congo où les fusils circulaient partout, où chacun était milicien ou résistant ou défenseur de la révolution,
je me suis dit, je ne peux pas être comme ça, à la maison, sans moyens de défense. Et les moyens de défense, je ne pouvais les avoir que dans la défense civile. Donc je suis allé dans la défense civile, fondamentalement pour contrecarrer quiconque passerait à la maison la nuit me chercher. Quant à la révolution, personne ne croyait qu'elle allait aboutir comme en Union soviétique, comme à Cuba, parce qu'il n'y avait que la contestation dans ces rangs. Donc j'ai connu Diawara dans ce cadre, j'ai appris à tirer au fusil, j'ai appris tous les moyens de défense, et j'ai eu un fusil chez moi, un PMK à la maison, tout en allant au barreau, et ainsi de suite. Tu as fait aussi les arts martiaux? Comment? Tu as fait aussi les arts martiaux? Oui, mais enfin à l'époque j'étais, mais maintenant, oui, j'ai fait tout ça, en souvenir véritablement des incidents de 65. Voilà donc comment j'ai connu Diawara. Et quand Diawara a résisté à Marien Ngouabi en 66, parce que Marien Ngouabi tente un coup d'État le 27 juin 66 pour renverser la révolution, Diawara est à la tête de ceux qui s'opposent à Marien Ngouabi. Marien Ngouabi donc recule, parce que le Cubain était avec Diawara. Marien Ngouabi recule, c'était un échec. Marien Ngouabi se convertit ensuite à la révolution et il réussit le coup d'État du 31 juillet 68. Donc là, Marien a fait une réflexion politique pour prendre le pouvoir. J'ai tenté de le prendre en tant que militaire, je n'ai pas pu. Je veux le prendre en tant que militaire révolutionnaire. Voilà un des grands côtés de la réussite des événements du 31 juillet 66. Et entre-temps, Massamba Deba avait critiqué le socialisme en place. Il a dit le socialisme ne peut pas être comme en Union soviétique ailleurs, il nous faut un socialisme bantou. Alors ce qui fait que ceux qui le soutenaient, les Cubains qui étaient là, ont eu un haussement d'épaule, on dit ah, celui-là est en train de dévier. Donc ils se sont tournés vers quelqu'un d'autre que voilà. Que Massamba, on a abandonné Massamba Deba pratiquement, et donc Ngouabi réussit en 68. Et en 68, quand on va faire un gouvernement d'union nationale, on demande aux trois forces qui devaient constituer ce gouvernement, des amis de Massamba Deba, des partisans de Massamba Deba doivent rentrer dans ce gouvernement. Là aussi, vous voyez, Massamba Deba, on ne l'a pas écarté. Donc, Massamba Deba donne un certain nombre de noms qui participeront à ce gouvernement de transition. L'armée donne aussi un certain nombre de participants à ce gouvernement. La défense civile aussi donne un certain nombre. Et moi, j'étais proposé par les trois. Par les trois, Massamba Deba m'a dit, il faut que Maître Oudénou soit là, la défense civile aussi, et l'armée, parce que j'avais défendu pas mal de gens que je connaissais. Donc j'étais bien placé, j'étais proposé par tout le monde. Et je dois dire que en 68, quand j'entre dans le gouvernement de Marien Ngouabi, je n'avais jamais vu Marien Ngouabi de face. Je n'avais jamais discuté avec Marien Ngouabi, je ne le connaissais pas. Je le connaissais de nom par Lekunsu, qui était étudiant en Strasbourg. Marien Ngouabi était en stage. Et donc je l'ai connu par Lekunsu qui en parlait aux réunions de l'AEC ici en France. Mais quand j'entre dans le gouvernement de Marien Ngouabi, je ne le connaissais pas. Forum FM 105. Moi, j'aime. Les entretiens bâtons rompus de Maître Maurice Massingo-Thiassé. Chers auditeurs, vous écoutez les entretiens bâtons rompus de Maître Maurice Massingo-Thiassé. Aujourd'hui, Maître Aloïs Moudileno Massingo. Je dis donc que je ne connaissais pas Marien Ngouabi avant. Et quand il a fait le coup d'État du 31 juillet 68, la défense civile qui se trouvait avec lui par l'intermédiaire de Diawara a résisté. Mais Diawara a oublié, intentionnellement ou non,
d'alerter la section défense civile de Bas-Congo. La section 36 de Bas-Congo, Diawara ne nous a pas dit qu'il y a un coup d'État qui va se produire et qu'il faut le soutenir. Donc la section 36 de Bas-Congo a résisté au coup d'État commun de Diawara et Marien Ngouabi, et nous étions donc en scission. Nous avons dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Pourquoi Diawara ne vient pas nous parler? Pourquoi la défense civile ne fait aucune déclaration à propos du coup d'État du 31 juillet 68? Et nous avons attendu, on nous a dit, attendez, vous serez informés. Et comme le coup de feu crépitait à Brazzaville, nous nous sommes repliés à Makana. On a quitté Brazzaville, on est allé à l'arrière-pays vers Kinkala, où on attendait les événements. La plupart des pro-Massamba Deba se retrouvaient et à Makana, à Yokama, je veux dire, à Yokama, et d'autres se retrouvaient au camp angolais. Donc moi je me trouve à Yokama, Massamba Deba envoie quelqu'un et dit voilà, tous vous qui résistez, qui êtes à Yokama, il y en a qui veulent peut-être s'en aller, moi je ne m'oppose pas, je ne retiens personne, mais je tiens absolument à ce que Maître Moudileno revienne à Brazzaville. Donc moi, on a discuté là-bas, il y a eu une situation, mais pourquoi Massamba Deba veut qu'il y a toi seulement qui rentre, et pourquoi il dit que les Mbindi et autres peuvent partir et tout. Moi, je suis quand même revenu à Brazzaville, et c'est là que j'apprends que je suis dans le gouvernement. Alors, il y avait une grande réunion que tenait Marien Ngouabi au siège du président de l'Assemblée nationale. On me dit, bon, mais il faut aller à cette réunion. Marien Ngouabi est là, tous ceux qui doivent faire partie du gouvernement sont là. Il n'y a que toi qui manque. Moi, je débarque donc là-bas en ma tenue de militant de la défense civile avec et tout. J'arrive, on annonce à Marien Ngouabi qu'à Maître Moudileno qui est là, et Ngouabi m'envoie Edouard Pongi pour me désarmer à la porte de la salle de réunion. Donc Pongi arrive, on se sourit un peu. Moi j'avais un pistolet dont le numéro me faisait vraiment plaisir, c'était 1944, un fusil, je retiens le numéro. Je dis à Ange Edouard Pongi, bon, mais tu me prends ça, mais il faut que je le récupère parce que c'est un très beau numéro. J'ai un souvenir sur 1944. Donc je rentre, je connais Marien Ngouabi, et voilà, on démarre. Et donc là aussi, Diawara est dans ce gouvernement. Et donc voilà comment réellement j'ai connu Diawara. Mais tout au long, après, on n'a pas approfondi les connaissances parce que lui était vraiment profondément engagé pour la révolution. Alors que moi, j'avais des interrogations sur la révolution. J'avais des interrogations. Je me disais, il y a une situation qui est là, je ne sais pas comment elle aboutira, parce que je partageais les mêmes points de vue que Matsubuta, qu'on ne pouvait pas faire une révolution socialiste dans le contexte congolais. Mais on pensait qu'avec Marien Ngouabi et tout le monde est réuni, on pourra trouver une certaine voie. Alors cette réserve que j'avais quant à l'avenir a fait que, bon, il y a des distances qui commencent à se faire entre le Noumazalaï, le Graï, le Diawara, moi et d'autres. Et moi, j'ai choisi véritablement d'aider Marien Ngouabi au niveau du gouvernement. C'est ça que tu as été nommé vice-président du Conseil d'État? Oui, en 71. Mais au début, j'étais ministre de la fonction publique, du travail et de la justice, des postes très importants, où les ouvriers étaient très nombreux, ministre du travail, la fonction publique qu'il fallait réformer, la justice qu'il fallait réformer, parce que la justice était tombée entre les mains des révolutionnaires, c'était n'importe quoi. Il y avait les assassinats de 65. Donc je pensais que c'est ce travail profond qu'il fallait faire et que Marien Ngouabi devait être avant tout un chef d'État presque plus civil que révolutionnaire. Et je me suis attaché, rapproché sérieusement de lui pour l'aider dans ce sens. Et par exemple, quand il y avait des condamnations de révolutionnaires, je disais qu'il ne faut jamais verser le sang. Il faut savoir amnistier, surtout quand les gens étaient arrêtés parce qu'ils avaient parlé, ils n'avaient posé aucun acte matériel autre. Il n'y avait que la parole qu'il fallait savoir parler. Alors on m'a même dit que oui, mais Maître Moudileno ne fait que produire des amnisties pour protéger les gens de sa tribu, etc. Mais il ne comprenait pas
que c'était pour donner une dimension nationale à Marien Ngouabi. Alors je profite de ton micro pour dire ceci. Si Marien Ngouabi aujourd'hui a une dimension dans notre histoire, une dimension qui va rester, c'est celle qu'il a acquise pendant cette période où il n'a pas versé le sang, où il n'a pas fait de discrimination d'ordre tribal ou régional, où il a marché comme un patriote congolais, un citoyen congolais. C'est-à-dire, jusqu'au mois de mars 70, après ça a commencé sa déviation, son annexion par des gens qui lui reprochaient d'être au service de tout le pays. Donc ce Marien Ngouabi que j'avais connu et avec qui j'avais marché, je l'ai vu dépérir à partir de 70, où les gens commençaient à dire que le pouvoir qu'il a conquis doit d'abord être au service du Nord. Et Marien Ngouabi, donc, il commençait à être annexé, ainsi de suite. Et là, ça n'allait plus du tout avec moi qui représentais la justice. Et la justice était caporalisée par la cour martiale, où il y avait des gens dont on ne connaissait pas le nom. Ah oui, je me souviens maintenant. Donc je comprends, mars 70, ça nous rappelle donc le coup d'état manqué de Kinganga. Pierre Kinganga, le lieutenant Pierre Kinganga. Siroko. Voilà. Oui, qui n'a pas été jugé, qui a été assassiné sans procès, sans rien, de Kiyundu Michel qui a été assassiné sans véritable procès, ainsi de suite. Et là, quand une cour martiale s'intervient dans la justice politique, le ministre de la justice qui est écarté, qui n'était pas au bureau politique, parce que je n'ai jamais été au bureau politique, on m'a traité de tiède, mais j'étais pas tiède, j'étais plutôt un juriste politique, un patriote, plutôt qu'un révolutionnaire. Je peux dire aujourd'hui, après l'histoire, un révolutionnaire aveugle, parce que ça n'a pas abouti. Donc tous ceux qui croyaient à la révolution, ça n'a pas abouti, je peux dire qu'ils marchaient de façon aveugle. En fait, je voulais poser quand même une question, je vais revenir en arrière. On a parlé des assassinats de 65. Les assassinats de 65 ne se limitent pas seulement à Matsokota, Masweme ou Poabou. Il y a eu le capitaine Bikoumou qui a été exécuté. Oui. Ben oui, mais cette affaire n'a pas été analysée parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'était passé pour le capitaine Bikoumou. On ne sait pas. Non, on sait que c'est les rivalités du clan de Ngouabi, puisqu'il était capitaine et c'était un brillant officier. C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on dit. Hein. C'est tout à fait possible, mais à la conférence nationale, on n'a pas examiné le cas. Oui, mais on ne pouvait pas examiner parce que les protagonistes, parce que nous aussi nous menons des recherches. Nous faisons des recherches. Moi, sincèrement, je le dis, pour la clarité de l'histoire de notre pays, il faut que tous les intellectuels qui ont des éléments d'appréciation les mettent à la disposition de certaines personnes pour les analyser. Moi, c'est pour ça que j'ai conclu que le capitaine Bikoumou, c'est un problème de rivalité entre militaires. Ben oui, absolument. Voilà, d'autres choses, mais il y avait Parce que je ne voyais pas le capitaine Bikoumou être impliqué dans les problèmes politiques. Ben oui, mais voilà. Parce que moi, je voyais quand il vivait vers la case de Gaulle. Ben oui, mais donc voilà. On était très voilà donc ma cohabitation avec Diawara, pas très très claire et tout. Et donc quand Marien Ngouabi en 70 il y a l'affaire Diawara, en 71 ça s'embrouille et il me nomme vice-président du Conseil d'État en décembre 71. Et à l'occasion de ma nomination, tout le bureau politique a été détruit par Ngouabi. La fameuse phrase « ceux qui sont montés trop haut doivent descendre », il a ramené tout le bureau politique par terre, y compris Diawara. Donc la tension était grande entre ceux qui étaient au gouvernement et ceux qui étaient au bureau politique et qui se trouvaient dessus. Vous direz, mais maître Moudieno monte pendant que d'autres descendent, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie? Et alors, ça se passe en décembre 71. Diawara est hors bureau politique, Noumazala aussi, Graï aussi, énormément de gens
hors bureau politique. Et donc, toi, tu es passé au bureau politique? Non, moi je n'ai jamais été au bureau politique. Jamais été au bureau politique. Tu étais seulement au comité central? J'étais au comité central et au gouvernement. Alors donc alors que le gouvernement était très très proche de Marien Ngouabi, on voulait qu'il soit vraiment un gouvernement de la nation et pas un gouvernement seulement des révolutionnaires. Parce qu'il y a ce problème-là, le gouvernement est au service de la nation, alors que la révolution était au service d'une classe. Donc, Diawara et tous les révolutionnaires du bureau politique sont descendus. Ceux qui sont montés trop haut doivent descendre, ils sont descendus. Et alors ils disent, bon, mais nous, comme on n'a plus d'avenir, il faut renverser Marien Ngouabi. Donc ils vont monter le coup d'État révolutionnaire et Ngouabi va donc se trouver devant un nouveau coup d'État, celui de Kinganga ayant été qualifié de réactionnaire, de droite. Et Kinganga lui reprochait d'avoir créé la révolution. Il a dit dans son discours, je prends la radio pour mettre fin à la révolution. On a dit que ce langage était réactionnaire. Mais quand les Diawara vont s'attaquer à Marien Ngouabi, on dit que c'est l'aile révolutionnaire qui renverse Ngouabi. Ce qui fait que Ngouabi se trouve le 22 février 1972, un homme qui a été contesté et par la droite, l'armée, et par la gauche. Et quand Ngouabi, plutôt quand le 22 février se produit, Ngouabi n'est pas à Brazzaville, il est avec Sassou à Pointe-Noire. Alors, moi donc, étant vice-président du Conseil d'État, on dit, bon, mais il faut que vous assumiez vos responsabilités. Il y a un membre du bureau politique qui est resté, c'est Pierre Nzé. Toi qui es vice-président du Conseil d'État, il faut absolument faire face au coup d'État qui vient de se produire. Alors Pierre Nzé prend sa voiture et il arrive chez moi et me dit, bon, Aloïse monte dans la voiture avec Lopez. On va circuler dans le pays pour voir exactement qu'est-ce que c'est, pas dans le pays, mais dans Brazzaville, pour voir qu'est-ce qui se passe, d'où vient ce coup d'État, qu'est-ce qu'il veut, qui le fomente et tout. Et nous circulons avec Pierre Nzé et Lopez pour sillonner les arrondissements de Brazzaville. Nous sommes allés à Potopoto, nous sommes allés à Talangaï, nous sommes allés à Mungali, on est partout. Tout le monde demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'où vient le coup d'État? Et quoi? Qui l'a fomenté? Qui le dirige et tout? Après, j'ai dit, on va aller aussi à Bakongo. On va aussi aller voir à Bakongo. Et tous les trois, nous sommes montés dans la voiture. Il y avait encore une autre dame qui était membre du comité central, Madame Paka. Nous sommes montés dans le véhicule, on va en direction de Bakongo. Et on passe devant la milice, devant le lycée Saborgnan. Où nous étions, nous. Je suis témoin. Hein, ben oui. C'est comme ça que ça s'est passé, non? Ben oui, on est passé par là, on est passé par Bakongo. On arrive à la mairie de Bakongo, on nous arrête. Il y a quelqu'un qui nous arrête en disant, voilà, au nom du pouvoir nouveau, vous êtes déchu, on vous met à la mairie prisonnier en attendant une certaine suite. Donc nous sommes emprisonnés, Madame Paka, l'ambassadeur, Henri Lopez, Pierre Nzé, on est emprisonné, entre guillemets, dans la mairie de Bakongo. Et alors les gens de Bakongo viennent, ils disent, écoutez, nous, on ne veut plus de ces histoires-là, on ne sait pas d'où ça vient. Tout dernièrement, on a payé dans l'affaire Kinganga. Maintenant, on vient vous arrêter, on nous met à la mairie. Nous ne voulons pas aller les détenir, je ne sais pas où. Enfin, les gens commencent à parler. Et puis, ils me parlent donc en la langue de Congo. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Comme je ne le savais pas, je disais, on est en train de chercher, c'est pour ça qu'on passe par ici. Et pendant qu'on discutait comme ça, un véhicule vient nous extraire de l'immeuble de Bakongo. Et puis on nous amène à l'ancien camp des Angolais, le camp météo. On nous amène au camp météo. Alors que nous sommes donc au camp météo, on nous met dans un coin, une sorte de véranda. Attendez, on vous informera de la suite, nous étions là. Mais entre-temps, moi j'avais dit à celui qui était venu nous prendre à Bakongo, j'ai dit, mais écoutez, regardez Madame Paka là, vous ne pouvez pas amener une dame comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'on va, elle est en état de grossesse. C'est quand même, elle est membre du comité central, vous la traitez comme ça, elle est en état de grossesse. Alors,
celui qui était venu nous prendre a compris, il a laissé donc Madame Paka, il a amené seulement Pierre Nzé, Manda Lopez et puis moi au camp. Congolais donc vers météo, terrible. Oui, le camp météo, nous sommes arrivés là-bas, on était sous une sorte de véranda, on attendait. Puis à un moment donné, moi j'entends des bruits qui sortaient d'une certaine pièce voisine, des gens qui murmuraient, qui parlaient, etc. Je me suis dit, mais c'est quoi là, ce bruit, qu'est-ce que c'est? Forum FM 105. Moi j'aime. Donc il était resté parmi les prisonniers que Pierre Nzé, Lopez et puis moi, et puis on nous a donc amenés au camp Biafra. Et arrivé là-bas, on nous a mis on nous a placés sous une véranda comme ça. Mais à un moment donné, moi j'entendais le bruit dans une pièce pas tellement éloignée. Je me suis levé, j'arrive, la porte n'était même pas bien fermée. J'ai vu tout l'arropage des conjurés, tous les cerveaux des conjurés, discuter de ça, discuter. Non, mais là tu parles en live. Oui. Donc tous les conjurés là, ils étaient en train de discuter sur ce qui venait de se produire. Il y avait donc Noumazalaï, Diawara, Raoul, Graï et pas mal d'autres. Et Noumazalaï va me dire, mais moi je leur ai demandé, mes camarades, mais qu'est-ce qui se passe? Nous on est venus nous arrêter, qu'est-ce qui se passe? Pour aller voir, j'écoute, et alors j'ai entendu des murmures, de bruit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont ceux-là qui sont en train de murmurer? Alors j'ai mis la main à la poignée et la porte n'était pas fermée à clé, elle s'est ouverte. Et j'ai vu l'arropage de ceux qui avaient organisé le complot du 22 février. Là, il y avait là Noumazalaï, Raoul, Diawara, Graï, Kimboala, je crois, oui, Kimboala, je crois que était là. Et je les ai tous vus. Alors j'ai demandé à mes camarades, nous on circule à travers les arrondissements pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors de quoi est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe? Alors Noumazalaï me dira, ben non, il y a une contradiction, mais elle sera bientôt résolue. Donc tu peux retourner sur la véranda tout à l'heure. On se joindra à toi ou tu nous rejoindras. Donc je suis retourné sur la véranda, j'ai dit à Pierre Nzé ce que j'ai vu, et dit à Lopez ce que j'ai vu, mais il ne voulait pas trop me croire. J'ai dit, mais si, ils sont là. J'ai dit à Pierre Nzé, tu peux y aller. Tu es membre du bureau politique, ils sont là. Alors pendant qu'on discutait, nous là, dehors, on s'étonnait et tout. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher en voiture, un autre. On monte dans le véhicule en bourdonnant, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous enlevez? Où est-ce qu'on s'en va? Puis on monte dans le véhicule, la voiture prend la direction du pont du Djoué. Alors Henri Lopez pose une question à celui qui nous conduisait, mais il était membre du comité central aussi, mais où est-ce que tu nous amènes? C'était le silence. Où est-ce que tu nous amènes? Tout le monde dit, mais où est-ce que tu nous amènes? On veut savoir. On arrive au pont du Jouet, à un moment donné, on dit, ben, vous verrez un peu la suite. Et donc on a traversé le pont du Jouet, assez inquiet, on ne se parlait pas. On arrive après le pont du Jouet, le véhicule a bifurqué du côté de la prison de Makala. On arrive à Makala, on nous dépose là-bas, on dit, ben voilà, vous irez dans Pierre Nzé et Maître Moudileno, vous irez dans telle pièce, et Henri Lopez dans telle autre pièce. Donc on nous met dans une pièce, Pierre Nzé et moi, on ferme à clé, et tout, Henri Lopez avec quelqu'un qui se trouvait déjà enfermé là depuis 3 heures du matin. Bon, le nom m'échappe, peu importe. Donc deux par cellule. Et nous étions là, on attendait. Ah oui, Henri Lopez a retrouvé dans sa cellule Ekamba et Lombé. Il a retrouvé Ekamba et Lombé qui était pris, lui, Nicodème, depuis 3 heures du matin. On l'avait pris chez lui à 3 heures du matin. Donc Pierre Nzé, on était là, on commençait à réfléchir, mais c'est quoi? Et je lui dis, mais moi j'ai vu les conspirateurs. Il dit, mais c'est pas possible. Alors on a échangé pas mal de choses, d'idées, qu'est-ce qui va arriver, mais tout.
Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte à l'extérieur, un gars de Bakongo, de la fédération 36 de Bakongo, et il me parle en langue de Congo, dit Yaya. Mais mimita bois mais à quoi tu sais bien. Quand nous nous battrons pour que rien ne t'arrive. Nous avons le fusil, on ne te laissera pas. D'ailleurs, nous sommes en train d'organiser ton évasion. On prépare une pirogue au pont du jeu, pour Bonga, on te prend, on te met dans la pirogue, puis on va dans la nature en pirogue. Alors, je donne l'information à Pierre Nzé dans la cellule. Je dis, Pierre Nzé, il y a des gens qui s'organisent dehors pour nous prendre, nous sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses? Pierre Nzé dit, mais c'est impensable. Où est-ce qu'on peut aller? On n'a rien. Et tout. Et puis, dans le pool, on risque de se perdre et tout. On ne sait pas s'ils sont sincères et tout. Donc, on a dit, bon, nous, on reste ici, on attend. Alors, à un moment donné, Pierre Nzé avait une envie naturelle. Puis les gens lui disent, ah bon, oui, ben alors on lui a amené une bouteille pour vide. Alors celui qui a amené la bouteille vide, c'était un gars de poule. Il amène la bouteille dans la cellule. Mais je lui dis, mais en langue, je dis, mais quoi? Tu donnes une bouteille vide pour que le membre du bureau politique puisse faire pipi dans une bouteille? Tu ne sais pas, est-ce que tu sais ce qui se passe en ce moment? Pour que tu arrives à des actes comme ça. Mais je lui ai dit que lorsque Pierre Nzé aura fait pipi, aura fini de faire pipi dans sa pirogue, et que moi, si j'ai envie de faire pipi, je ne prendrai jamais une bouteille. Il est allé dehors, il a raconté aux gens que Maître Mdine est en train de refuser ce traitement de prisonnier. Et puis on est venu ouvrir la porte, on a pris Pierre Nzé pour aller faire naturellement pipi, sans passer par une bouteille. Et puis à un moment donné, vers 3 heures comme ça, de l'après-midi, on ouvre les portes et dit, mais c'est une petite récréation et tout ça. On sort dehors sur un banc, on sort Lopez et Lombé, puis tous les 4 nous sommes là, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Mais quels sont ces gens qui nous gardent prisonniers, des gens qui étaient au parti avec nous, qu'est-ce qui nous parlent pas, qui sont muets? Et Kamba et Lombé va nous dire, Marie Ngouabi est au courant de ce qui arrive. Parce que dans la cellule où j'étais, il y avait un vieux téléphone qui traînait là, personne ne s'en servait, mais moi, comme j'étais dans les transmissions dans l'armée française, j'ai réparé le téléphone et j'ai eu au bout du fil Marion Ngouabi à Pont-Noir. C'est pour ça que Marion Ngouabi de Pont-Noir va faire une déclaration à la radio pour dire que je sais qu'un tel sont emprisonnés. Mais il faut les libérer tout de suite, il faut qu'ils soient vivants, il faut les sortir. C'est grâce au génie de Kamba et Lombé qui avait remis en marche un téléphone dans sa cellule. Que Marion Ngouabi avait parlé, que tout le peuple avait appris que nous étions prisonniers. Et on restait donc là dehors, on attendait, et sous le coup de 17 heures comme ça, il y a Zambila qui est venu, avec une Land Rover. Il vient dire, on vient vous prendre, je crois que le contentieux est terminé, la contradiction résolue, je viens vous prendre pour rentrer à Brazzaville. Le président Marion Ngouabi est rentré, je viens vous prendre pour vous amener chez le président Ngouabi. Alors, Pierre Nzé piquait une colère terrible. Mais toi, tu viens, quelle est cette contradiction qu'on n'a pas connue au niveau du parti? Tu viens nous parler d'une contradiction, c'est laquelle? Elle est finie, dans quel sens? Alors, on ne monte pas dans ton véhicule. Alors moi, quand j'en avais assez, je dis, écoute Pierre, moi je ne veux pas traîner ici, je monte dans le véhicule. On désarme le gars, il sera au volant, il n'aura pas de fusil, vous serez derrière avec le fusil, et puis il nous conduit. Et c'est ce qu'on a fait, on a laissé Zambila au volant, nous on a enlevé les moyens militaires qu'il avait, et nous sommes montés jusqu'au palais de Marion Ngouabi. Marion Ngouabi était déjà au palais, il y avait une foule énorme. On arrive là, on nous a mis au secrétariat du président, on n'avait pas mangé, on nous a donné pas à manger et tout. Alors on était en train de manger, Marion Ngouabi nous dire alors qu'est-ce qui se passait, on lui expliquait. Est-ce que vous avez été maltraité? On a dit non, mais enfin, et puis, on lui a raconté. Alors quand on raconte comme ça Marion Ngouabi, on entend de grands cris d'or.
traître, on tabassait, le gars criait, président, viens au secours, président, il va me tuer, président. Mario Ngouabe nous abandonne dans le secrétariat court à la rentrée. Il trouve Noumazalaï en son. C'était Noumazalaï. Mario Ngouabe a tempêté, dit mais qu'est-ce que vous faites de des actes sauvages comme ça et tout. Il prend donc Noumazalaï, il l'amène au secrétariat où nous étions avec nous. Alors nous on était un peu gênés. On lui tourne le dos, on lui parlait pas tout ça. Puis Noumazalaï dit voyez, ces jeunes ne comprennent rien. Je leur ai dit de ne pas tenter un coup d'État. Je leur ai dit de ne pas aller dans une aventure comme celle-là. Parlait comme ça tout seul, nous on l'écoutait mais sans lui parler. À un moment donné, on voit rentrer quelqu'un de violent, Sika Kabbalah. Il rentre. Il dit mais alors, qu'est-ce qu'il fait ici, Noumazalaï, alors que les autres sont arrêtés? Qu'est-ce qu'il fait ici au bureau du président? C'est une injure. Il empoigne là pour l'enlever. Mario Ngouabe vient. Il dit Sika Kabbalah, je suis commandant. Garde-vous. Il a calmé donc Sika Kabbalah. Et on a déplacé Noumazalaï dans une autre pièce. Et alors, on apprend aussi à Mario Ngouabe que les autres conjurés avaient été arrêtés. Il y en a même qui disaient qu'ils étaient interrogés, nus, pendus à la maison d'arrêt. Mario Ngouabe prend son véhicule pour aller les délivrer à la maison d'arrêt. Et nous, après avoir causé le soir, chacun est allé chez lui. Donc moi, je n'avais plus vu et revu Diawara jusqu'à la fin. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Non, on peut continuer. Parce que ça, c'est uniquement pour expliquer ce qui s'est passé. Mais bon. Ah oui, maintenant, si tu veux que je te parle de la suite, je peux t'en parler. Hein. Oui, mais bien sûr, on a besoin de la suite. Ah ben, la suite. Oui, mais comme. Juste parce que tu n'as jamais plus revu Diawara. Mais après, tu es resté dans le pays. Et jusqu'au moment où tu vas en mission. Oui. Pour l'enterrement de Kwame Nkrumah. Oui, mais la suite, c'est l'amorce de mon départ. La suite, c'est déjà mon départ qui est amorcé. Mario Ngouabe, donc, confie l'affaire à la cour martiale. Le ministre de la Justice n'est pas associé. Le parti est complètement... il n'existe pratiquement pas. Aux trois quarts détruit, le parti. Donc arrêté et tout. Donc c'est Mario Ngouabe qui dirige le pays pratiquement tout seul. La cour martiale est mise en mouvement. On prononce énormément de condamnations à mort. Et pendant les interrogatoires, il y a Itsu qui était interrogé, il s'est fait tuer, on le prend après interrogatoire, on va le tuer sur la route du Nord. C'est l'incident que tu connais, le grave incident que tu connais. Et donc tout ça se passe. Il n'y a pratiquement plus de vie. Même le gouvernement ne se réunit pas, ne parle pas du comité central, il n'y avait plus rien. Le seul membre du bureau politique qui était resté, c'était Pierre Nzé, Ange-Édouard Pongi qui se trouvait au Tchad, et Mario Ngouabe. 3 membres du bureau politique étaient restés. Le parti était détruit, le comité central aux 3 quarts. Donc, et puis cette affaire est confiée donc à la cour martiale. Qui était présidée par qui? Ah, ça je ne sais pas. Mais c'était une juridiction militaire. Le ministre de la Justice n'était pas là. Mais moi, je sais que... le ministre de la Justice, tu sais pas du tout. Mais je pense que si j'étais du Nord, j'aurais su de qui. Mais sudiste. Mais oui, mais le coup du M22... oui. C'était pas... oui, mais il a été vu comme ça. Non, c'est un coup quand même, il faut le dire. Pour une première fois dans le pays, un mouvement était un mouvement... révolutionnaire. Oui, mais... Il n'avait pas une... Non, mais je peux dire que les gars qui étaient impliqués dans le coup du M22, les grands cerveaux sont à majorité du Nord. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, donc, les gens n'ont pas vu ça. Parce que ceux qui participaient à la révolution activement, la plupart des gens étaient du Nord. Depuis le 31 juillet, la majorité, c'était des gens du Nord. La révolution, c'était des gens du Nord, fondamentalement parlant, avec les Noumazalaï et tout. Donc, c'est eux qui se trouvent impliqués dans le coup d'État, en majorité dans le coup d'État du 22 février.
Les grands cadres du Sud n'étaient pas tout à fait nombreux, mais enfin ça c'était un aspect. Ils seront tous condamnés. Et alors, nous sommes dans une situation vide et tout. Et dans cette situation, moi je m'interroge, je dis bon maintenant on ne sait pas où on va. On ne sait pas qu'est-ce que le président va avoir comme attitude, puisque le bureau politique est détruit. Alors moi je demande à un moment donné une audience au niveau du président. Et je lui dis, monsieur le président, vu l'état de destruction du parti, il n'y a que 3 membres du bureau politique qui restent. 2 membres plutôt en plus de vous-même le président. Le comité central est détruit. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une conférence nationale. Et j'ai prononcé ce mot devant Mariam Ngouabi, j'ai insisté. Il faut faire une conférence nationale devant cette situation. Mariam Ngouabi me répondra un peu plus tard en disant, mais moi je ne peux pas dissoudre un parti que j'ai fondé. Alors j'ai compris qu'il ne voulait pas du tout. Donc ça signifie qu'il voulait aussi refonder le parti en recrutant. Mais vous êtes tous des fondateurs du parti oui. Du travail. Même Diawara, ceux qui étaient impliqués dans le mouvement du L22 étaient tous des fondateurs du parti. Oui. D'ailleurs, Mungangila avait revendiqué également. Oui, bien sûr. Ça c'est de l'histoire. Donc nous sommes dans une situation un peu bloquée. Mariam Ngouabi ne voit pas d'autre perspective que redresser le parti au lieu de faire une conférence nationale. Il boude le parti pratiquement parce qu'il pense à un nouveau parti, le fameux recrutement. Et aussi il finit, ça aussi c'est une erreur fondamentale qu'il a commise, il boude le gouvernement qui était resté en entier. Aucun membre du gouvernement n'était dans le coup d'État du 22 février. Aucun. Tous les ministres n'étaient pas impliqués. Sauf Diawara qui était ministre de l'Agriculture. Oui, mais non, Diawara était déjà descendu. Oui. Il n'était pas depuis le mois de décembre. Mais oui, le mois de décembre, parce que l'origine, ce que je voulais quand même que tu nous dises, parce que j'étais à l'époque élève au lycée Savonneau de Bazar, et quand le mouvement du M22 est arrivé en 72, il a été précédé par la grève des étudiants. Nous avons fait une grève le 15 novembre. Oui, ayant votre tête, M. Nsiba. Oui, Nsiba, lui, il était au niveau de l'université. Florent était à l'université. Nous étions, il n'était pas à la tête. Il était parmi, parce que à l'époque, quand même... alors, cet événement-là, moi aussi, j'ai eu une intercalation avec le président Mariam Ngouabi, parce que Marie a déclaré, quand vous avez, je crois, tabassé M. Oulassa, Oulassa Paul-Henri. Oui. Le proviseur. Vraiment... Mais vous l'avez pas respecté. Non, c'est pas nous, mais vous savez, c'est les gens. Vous savez, après tout, qu'est-ce qui s'est passé? Paul-Henri Oulassa, moi, je ne pouvais pas être contre le proviseur, puisque d'abord, étant quelqu'un qui vivait à OMV, je connaissais ses fréquentations, je connaissais ses enfants, je connaissais sa femme. Donc je ne pouvais pas être contre un homme que je connaissais très bien. Pour moi, non. Nous avons été au lycée, c'était notre proviseur. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement, parce que ce mouvement, nous l'avons fait à cause de ce qui manquait au lycée. Il manquait les matelas, les fourchettes, les cuillères, donc tout ce qui est intendance, et sans compter le fait qu'au niveau de notre lycée, il y avait une discrimination. Nous avions nos frères qui venaient de Makwa, de Ouado, la Cuvette, des plateaux, qui n'étaient pas accueillis à l'internat. C'est ça, surtout nous. Oui, alors donc le proviseur a été plus ou moins malmené, je crois assez gravement, et Mariam Ngouabi va dire, si Oulassa était mort ou gravement blessé, mais il y aurait une nouvelle guerre de 59. Je n'ai pas partagé ce point de vue-là. J'ai dit, monsieur le président, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Il était emporté. Mais oui, mais il est chef de l'État, il faut savoir se maîtriser. Il était chef de l'État. Alors à part de là, il n'y avait plus de contact positif, c'était presque fini. Mariam Ngouabi avait douté pratiquement de tout ce qui était autour de lui. Et puis il a eu une autre vision, la suite, je ne sais pas comment il allait remettre le parti en place. Donc il y a eu les condamnations à mort de tous ceux qui avaient participé au coup du 22 février. Non, mais moi je voulais revenir sur un point. C'est-à-dire, lorsque nous avons fait la grève,
Marien Ngouabi fait un discours. On appelait ça le discours du 23 novembre 1971. C'est ce discours qui a fait descendre tous les membres du bureau politique. Nous avons analysé, parce que je suis dans le noyau politique du lycée Savonnier de Brazza. À l'époque, le président du GIEC, c'était Gomez Paul Olamba. Nous discutions de ça. Donc nous savions, nous avons analysé, parce que, en fait, le mouvement du M22 prend sa source dans la contestation estudiantine. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que nous analysions. D'ailleurs, moi-même, j'ai été consulté par ce mouvement M22, mais je me suis caché, je suis allé me cacher à Ouézé. J'ai vécu là-bas pendant 48 heures avant de revenir à l'internat. Oui, c'est donc il va faire le discours où il casse le bureau politique, ceux qui sont montés trop haut doivent redescendre de Mazala et tout ça. Et donc, sont exclus du bureau politique. Mais Marien Ngouabi, quand il a fait ça, il n'a pas été juste vis-à-vis du gouvernement qui, lui était resté fidèle. Donc, il a mis tout le monde de côté. Moi, je me suis rendu compte aussi que je ne peux pas, moi, accepter cette situation, alors qu'on a été emprisonné, alors qu'on a fait ceci, on lui était resté fidèle. Et alors, dans ma tête, et puis je voyais aussi l'avenir était terminé. Avec le Diawara rentré dans le maquis, 52 condamnations à mort, est-ce qu'on va les exécuter et tout? Et il y aura un débat là-dessus. Marien va nous réunir à la mairie, le peu qui restait du bureau politique, on est à la mairie pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de 52 condamnations à mort, si on va les exécuter ou pas. Et on arrive là, on parle, quelle est la solution? Marien dit voilà, il y a 52 condamnations à mort, c'est absolument impossible, la cour martiale est allée trop loin, c'est à nous de trouver une solution. Alors là, j'ai dit non. À la mairie, j'ai dit non, président, vous n'avez pas le droit de faire comme ça, parce que la cour martiale, c'est une instance consacrée dans la Constitution et dans le règlement militaire. Ces gens, vous les avez mis en place, ils ont prononcé des jugements, vous ne pouvez pas demander à l'instance politique de justice. Mais il y a une voie pour rectifier ça, vous devez faire grâce. Il y a une voie juridique que tout le monde comprendra pour rectifier ça. Alors, le peu de membres du comité central qui a dit oui, je crois que la proposition de Maître Mdileno est juste, président. Il ne faut pas aller contre ce que la Cour martiale a fait, il faut du tout faire grâce à tous ces gens. Et le lendemain, Marien Ngouabi prend l'avion parce qu'il avait une visite officielle ici en France et tout le monde lui a dit, tous les journaux, les journalistes l'ont dit, vous ne devez pas verser tant de sang, il faut absolument faire grâce, d'autant plus que Diawara, sur son coup d'État, n'a pas versé de sang. Ça aussi, c'est comme dans l'affaire Kinganga. Comme je dis à Marien Ngouabi, que vous n'avez pas du tout le droit de faire ce que vous avez fait avec l'affaire Kinganga. Kinganga n'a pas versé de sang. Donc l'affaire Diawara, c'est pareil. Et quand lui, il revient de France, il n'y a pas d'exécution et tout. Mais alors, on pouvait penser que moi, à partir de ce moment-là, j'allais rester près de lui pour l'aider à résoudre cette situation, comme d'ailleurs les gens me l'avaient demandé. Le président Opango était descendu du Nord pour me demander d'être absolument près de Ngouabi pendant cette période. Et d'autres gars du Nord aussi ont beaucoup insisté, des cadres du Nord, pour dire qu'il faut absolument rester près de Marien Ngouabi vu la situation. Mais Marien Ngouabi commettra une erreur qui fera que je partirai. Il a les compétences du vice-président du Conseil d'État, il a délégué ça à son directeur de cabinet. Qui était? Oh, je ne me rappelle pas. C'est pas l'autre. Yanza. Non. Au Kanza. Non, pas au Kanza. Je ne sais pas. Donc, j'ai lu les textes. Les compétences de ceci, cela sont déléguées au directeur des cabinets et tout. Alors, j'ai dit à ce moment-là, il n'y a plus de retour. J'ai attendu une occasion pour partir. Donc, ça veut dire que c'était pratiquement le système présidentiel qui se mettait en place. Celui que plus tard, Sassou va épauler, puisque le système présidentiel... et puis encore, si c'était délibéré un tout petit peu, si c'était délibéré, mais là, de façon comme ça, péremptoire, impériale et tout, en violation de la Constitution de l'époque,
Donc le poste de vice-président du Conseil d'État est aboli de cette manière. Moi, je lui ai fait une lettre, je dis que j'ai l'âme trop juridique pour accepter ça, et je suis parti. J'arrive à Conakry, j'ai discuté avec quelques Cubains qui étaient là, qui m'ont posé des questions, mais comment, après la Guinée, je suis allé en RDA, les gens aussi m'ont posé la question, mais le Congo, on vous avait condamné à mort. Je suis revenu de la RDA, j'ai fait une lettre à Marion Ngouabi, j'ai dit que je démissionne. Je démissionne parce que c'est une dérive, on ne sait pas où on va. Dictatoriale. Ah oui, c'est une dérive. Une dérive, et puis Marion Ngouabi a essayé. Marion Ngouabi était complètement déboussolé. Les Pierre Nzé se révoltent, le Kondo par la suite, les syndicats, jusqu'au 18 mars. Il n'y avait plus de repères. Forum FM 105. Moi, j'aime. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Maître Odile Massingo, merci d'avoir accepté pendant près de 4 heures cet entretien à bâton rompu qui m'a permis de comprendre certains points obscurs de l'histoire de notre pays. Je pense que, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'ai l'obligation de rendre public ce genre de témoignage. C'est un témoignage important. Et franchement, avant de se donner la parole pour conclure, j'aimerais mieux te demander que tu me remettes le document que tu m'as promis. Une conférence et une deuxième, ça serait une bonne chose. Voilà tout ce que je peux dire. Je pense que les compatriotes nous ont écoutés. Chacun aura son jugement, son appréciation. Et on verra à ce moment-là. On verra à ce moment-là comment on peut sérieusement sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons au cours d'une conférence nationale. Ce n'est pas impossible qu'on ait une conférence nationale fructueuse comme la première. Même si nous avons eu après cette première conférence nationale des tragédies énormes comme les guerres civiles et les partis et les constitutions de dictature. Voilà ce que je peux dire. Et merci beaucoup. Et je pense qu'on se reverra une autre fois. Tous les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment, tous les tubes. C'est le mot du président, Maître Maurice Massingo Thiassé. Radio Forum, Radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, la quête hospitalier. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh.org. frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org.
akomi mopaya na mboka na ye, ekomi lokola ntango ya bankoko. Bateka bana na bowumbu mpo na mungwa, sikoyo totekisi mboka mpo na mbongo. Omona wapye kolomboka koma mopaya, toteki mboka na bapaya anzambe. Omona wapye kolomboka koma mopaya, tokabi mboka na bapaya anzambe. Eza kosalanga pasi yo mama wogo, pote kapitale ekomi ya bapaya. Koba mokolo ya Yezipi akoma mopaya, mwana Kongo akoma nde mungamba. Omona wapye kolomboka koma mopaya, toteki mboka na bapaya anzambe. Elle joue les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est dingue. Moi j'aime. Nos pays pauvres très endettés, les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent, alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Gauche, gauche. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup. Nous avons des grandes forêts, les enfants naissent sans arrêt, les écoles manquent de tables, les dieux au ciel sont tous coupables. Ils pensent qu'on ne sait pas que la corruption est le repas. Ils pensent qu'on ne sait pas que la corruption est le repas. Écoutez, écoutez. Forum FM 105.8. Il y aura toujours à beaucoup. Le pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nous pauvres gens qui manquons d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend cadeau. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup. Il n'y a pas de la joie à être heureux tout seul. L'illustre Nelson Mandela Madiba l'avait longtemps compris. Très endettés, les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent, alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Gauche, gauche. Beaucoup, on n'en finira pas. Forum FM 105.8. Il y aura toujours à beaucoup. Le pétrole.
pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nous pauvres gens qui manquons d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend cadeau. Écoutez. Forum FM 105.8. Il y aura toujours à goûter. Forum FM 105.8. Philippe Mbungundamba, François Dianga, ne ratez pas l'occasion où vous êtes, faites bouger les choses. Beaucoup, on n'en finira pas. Il y aura toujours à Boucouté. Beaucoup, on n'en finira pas. Il y aura toujours à Boucouté. Beaucoup, on n'en finira pas. Il y aura toujours à Boucouté. Beaucoup, on n'en finira pas. Forum FM 105.8. Qui manquent d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend cadeau. Beaucoup, on n'en finira pas. Il y aura toujours à Boucouté. Beaucoup, on n'en finira pas. Il y aura toujours à Boucouté. Il n'y a pas de la joie à être heureux tout seul. L'illustre Nelson Mandela Madiba l'avait longtemps compris. Beaucoup, on n'en finira pas. Il y aura toujours à Boucouté. Beaucoup, on n'en finira pas. Il y aura toujours à Boucouté. Nos pays pauvres très endettés, les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent, alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Forum FM 105.8. Il y aura toujours à Boucouté. Beaucoup, on n'en finira pas. Il y aura toujours à Boucouté.
Le pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nous pauvres gens qui manquons d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend cadeau. Toujours à Boucouté, on n'en finira pas. Boucouté, il y aura toujours à Boucouté. Écoutez. Forum FM 105.8. Extra. Forum FM 105.1. L'Africain meurt de pauvreté. Homme du savoir, Philippe Mbungundamba, François Dianga, ne ratez pas l'occasion où vous êtes, faites bouger les choses. Boucouté, on n'en finira pas. Boucouté, il y aura toujours à Boucouté. Boucouté, on n'en finira pas. Boucouté, il y aura toujours à Boucouté. Boucouté, on n'en finira pas. Boucouté, il y aura toujours à Boucouté. Boucouté, on n'en finira pas. Boucouté, il y aura toujours à Boucouté.